Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un nouveau chapitre autour des angiospermes. Alors un angiosperme, c'est quoi? Les angiospermes, c'est un groupe d'êtres vivants qui est présent sur Terre depuis à peu près 140 millions d'années. C'est l'époque géologique qu'on appelle le Crétacé. Et aujourd'hui, il y a environ 300 000 espèces d'angiospermes sur Terre. Voici derrière moi ici l'une de ces 300 000 espèces. Cette espèce-là, c'est l'érable du Japon. Il y a plein d'autres espèces qui existent. Par exemple, ici, hop, ce cotonisteur. Alors les angiospermes, vous l'avez compris, c'est un groupe de plantes. Mais c'est pas n'importe quelle plante, puisque toutes les angiospermes ont pour point commun d'avoir des fleurs. Comme ici, les fleurs de cette glycine. Donc une angiosperme, c'est quoi? C'est un organisme vivant, entier, qui va avoir des organes, comme par exemple des racines, des feuilles ou encore des fleurs. Et les fleurs qui ont un rôle fondamental dans leur cycle de développement. Et à ce propos, je vais appeler Madame Autier qui va nous expliquer comment se déroule le cycle de développement d'une angiosperme. Je l'appelle. Allô, Madame Autier? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Monsieur Gardarin, je vous entends parfaitement. Et vous? C'est parfait. Alors Madame Autier, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le cycle de développement d'une angiosperme? Bien sûr, avec plaisir. Allez-y, dites-nous. Comme vous l'avez dit précédemment, les plantes du groupe des angiospermes ont tout un point commun, la présence de fleurs. Je vous présente ici le cycle de développement du cerisier, cycle qui va vous permettre de comprendre le rôle capital joué par les fleurs. Que voici donc un beau cerisier en fleurs, en gros plan donc ces jolies fleurs, et ces fleurs, on l'observe, vont se transformer progressivement en fruits. Ici, la cerise. Ce fruit renferme une ou plusieurs graines, dans ce cas une graine. Lorsque la graine germe, elle va donner naissance progressivement à une nouvelle plante, ici un petit cerisier. Donc je vous laisse redécouvrir en entier ce cycle. Comme vous le constatez, Monsieur Gardarin, ce n'est pas compliqué. Effectivement, j'avoue que c'est pas très compliqué. Merci Madame Autier, je vous rappelle tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc une angiosperme, c'est un organisme qui est fixé dans le sol. On dit que les angiospermes mènent une vie fixée. Regardez, hop, une petite angiosperme. Vous avez la partie souterraine avec la racine qui vit dans le sol. Et vous avez ici la partie aérienne qui vit dans l'air. Et cette plante, elle est fixée. Et elle est donc soumise à des contraintes. Par exemple, des contraintes de reproduction. Comment va se faire la reproduction, sachant que les organismes sont fixés. Également des contraintes par rapport, par exemple, à la prédation. Donc dans ce chapitre, on va se demander en quoi l'organisation et la reproduction des angiospermes sont adaptées à leur vie fixée. Les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, vivent donc à l'interface entre l'air et le sol, et ce sont des organismes qui sont complètement tributaires de ces deux milieux. Pourquoi? Parce que ce sont des organismes chlorophylliens, c'est-à-dire qui vont réaliser la photosynthèse. Regardez. Les végétaux donc sont chlorophylliens, ils vont produire leur propre matière organique, comme par exemple ici le glucose, C6H12O6. Pour cette production de matière organique, les végétaux doivent prélever dans l'air du dioxyde de carbone, CO2, mais ils doivent aussi prélever dans le sol de l'eau, H2O. Lors de la photosynthèse, les végétaux vont donc également utiliser la lumière qui vient de l'air pour produire cette matière organique. Et cette production de matière organique va s'accompagner de la libération de dioxygène. L'ensemble constitue la photosynthèse. Ce qui n'apparaît pas ici, c'est qu'en plus de l'eau, les végétaux doivent également prélever dans le sol d'autres matières minérales, comme des sels minéraux, notamment des nitrates, qui leur permettront de produire d'autres molécules organiques, comme par exemple les protéines, que je n'ai pas symbolisées ici. Vous comprenez donc que les végétaux sont dépendants des deux milieux dans lesquels ils vivent, l'air et le sol.
Alors on pourrait croire que vivre constamment dehors pour un organisme vivant, c'est quelque chose qui est facile. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Les angiospermes doivent vivre à l'interface entre l'air et le sol, qui sont deux milieux pleins de contraintes. Alors, quelles sont ces contraintes? Regardez. Alors, regardons quelles sont les contraintes liées à la vie fixée. Une plante possède une partie souterraine et une partie aérienne, et elle vit à l'interface entre l'air et le sol. Chacun de ces milieux possède des contraintes. Par exemple, dans l'air, il y a très peu de dioxyde de carbone, à peine 0,04%, donc la plante va chercher à récupérer un maximum de CO2 pour faire sa photosynthèse. Autre contrainte de l'air, c'est que c'est un milieu dans lequel l'intensité lumineuse varie. Cette intensité varie au cours des saisons, il y a moins de lumière en hiver, mais aussi au cours de la journée, comme par exemple quand il y a un orage, l'intensité lumineuse va baisser pendant quelques heures, ce qui peut nuire à la photosynthèse des végétaux. Troisième contrainte liée à l'air, c'est que c'est un milieu qui va avoir tendance à assécher le végétal, qui se déshydrate en perdant de l'eau par ses feuilles, et donc il risque de mourir. Il y a également une contrainte liée au sol, c'est que le sol, c'est un milieu dans lequel il y a relativement peu d'eau et peu de sels minéraux que le végétal va chercher à récupérer. Si ce n'est pas le cas, il va mourir. Vous avez donc compris quelles étaient les contraintes qui sont liées au milieu aérien, au milieu souterrain, et que les végétaux doivent faire avec. Merci Monsieur Gardarin pour ces explications essentielles. Nous allons maintenant étudier l'organisation de la plante et les exigences d'une vie fixée en relation avec le milieu aérien. Alors, vérifiez que vous avez à côté de vous un document qui est un schéma bilan qui s'intitule « L'organisation fonctionnelle d'une plante en relation avec les contraintes de la vie fixée ». Comment cette organisation de la plante va permettre efficacement, premièrement, de réaliser des échanges gazeux et deuxièmement, de capter l'énergie lumineuse. Dans son ouvrage « L'éloge de la plante », le botaniste Francis Hallé écrivait « La plante, une vaste surface fixe ». Alors ici, on est en relation avec le milieu aérien. Vous avez compris que la surface fixe dont il est question, c'est le feuillage, c'est-à-dire l'ensemble des feuilles. On pourrait se demander quelle serait la surface aérienne, représentée par toutes les feuilles d'un arbre de 40 mètres de haut par exemple. Eh bien, le chiffre est assez hallucinant. Il est estimé à 30 000 mètres carrés, soit 3 hectares de surface d'échange avec le milieu aérien. La plante est donc essentiellement un volume modeste, mais une grande surface d'échange, ici en l'occurrence avec le milieu aérien. Nous allons maintenant nous pencher sur l'organisation de ces feuilles, de ces nombreuses petites unités de surface d'échange que sont les feuilles. Et pour ce faire, nous réalisons une coupe transversale du limbe de la feuille. Alors le limbe de la feuille, c'est la partie sans nervure. Donc, on réalise une coupe transversale de feuilles que nous allons observer au microscope optique x 350. Alors bien que très fine, on s'aperçoit que dans cette petite tranche de coupe transversale, il y a de nombreuses couches de cellules. Certaines couches paraissent homogènes, allées entre elles. Là, on voit une couche ici, une deuxième représentée par ces deux couches de cellules, une troisième avec plusieurs couches de cellules. Ces cellules ont l'air de ménager des sortes de lacunes, donc d'espaces remplis d'air entre elles. Et enfin, une couche ici. Essayons de faire un schéma qui interprète cette observation microscopique. On repère donc ici la partie supérieure de la feuille frappée par la lumière, et là la partie donc inférieure, protégée de la lumière. Alors d'emblée, je vais vous parler de ces deux petites couches extracellulaires, côté épiderme supérieur de la feuille, côté épiderme inférieur. Ces deux couches portent le nom de cuticules. Ces cuticules ont un rôle qui va faire écho à ce que vous a dit Monsieur Gardarin précédemment. En fait, le milieu aérien peut être asséchant, d'où une perte en eau au niveau des feuilles. Et ces deux cuticules qui recouvrent donc les deux faces de la feuille, peuvent justement permettre de limiter les pertes en eau. Donc regardons maintenant l'intérieur de cette feuille.
on observe proche de la partie supérieure frappée par l'énergie lumineuse, des couches de cellules. Le terme palissadique signifie que ces cellules ressemblent un petit peu à ces planches de bois qu'on met les unes à côté des autres parallèlement pour faire des barrières. Donc ces cellules sont extrêmement riches en chloroplastes et leur position est propice bien sûr à la capture de l'énergie lumineuse grâce bien sûr à la chlorophylle contenue dans ces petits chloroplastes. Ensuite, il y a une autre série de cellules qui, elles, donc ménagent des espaces dont on a parlé il y a un instant, dont le terme de lacuneux. Ces lacunes qui sont donc remplies de gaz comme du dioxyde de carbone, du dioxygène ou de la vapeur d'eau, H2O. Et vous regardez ici, on voit nettement qu'il y a donc des cellules jointives, mais là, vous avez une structure qui correspond à deux cellules coupées donc transversalement, puisqu'il s'agit d'une coupe transversale. Et ces deux petites cellules ne sont pas jointives, et cette espèce d'espace donne finalement accès à l'intérieur de la feuille, notamment aux lacunes dans un premier temps, et donc à une circulation possible, par exemple des gaz. Regardons de près la structure de cet épiderme. Cette fois-ci, on va prélever uniquement l'épiderme inférieur à plat, qu'on va observer au microscope également. Donc x400, vous retrouvez deux catégories de cellules, des cellules épidermiques, classiques, jointives, et ici, deux petites structures qui sont des stomates. Donc là, sur cette photo, vous avez deux stomates. Alors, chaque stomate est constitué de deux cellules, ici, ces cellules dites de garde, et ces cellules, comme c'est le cas ici, ne sont pas jointives ou pourraient l'être. Elles ménagent une espèce de pore qu'on appelle l'ostiole, et l'ouverture de l'ostiole est réglable tout à fait. Et c'est donc par cette ostiole que vous pouvez avoir accès à l'intérieur de la feuille, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, pour nous résumer, si nous faisons la journée, le bilan des échanges gazeux au niveau de ces stomates, qui sont donc des portes d'entrée des gaz. Vous avez donc la journée, ça veut dire soleil, énergie lumineuse qui frappe la partie supérieure des cellules riches en chloroplastes, donc capture de l'énergie lumineuse. Côté inférieur de la feuille, épiderme inférieur, en journée, le bilan, c'est une entrée de CO2 et une sortie de dioxygène et de H2O. Ça ne veut pas dire que la plante ne respire pas, car là c'est un bilan de photosynthèse, mais elle photosynthétise plus qu'elle ne respire. Donc le bilan global est bien une entrée de CO2 dans ce parenchyme lacuneux et une sortie de dioxygène et de vapeur d'eau. Si nous reprenons l'équation de la photosynthèse, on voit qu'ici, grâce à la feuille, à la structure de la feuille et ses ouvertures, vous faites entrer le CO2 indispensable à la photosynthèse. Et la position très en surface côté soleil de ces cellules chlorophylliennes permet la capture de l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. Donc nous allons pouvoir compléter le schéma bilan dont je vous ai parlé. Alors on se focalise à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau d'une coupe transversale de feuilles. On repère l'épiderme supérieur, en tout cas on repère l'épiderme inférieur avec ces fameuses cellules en forme de haricot là, qui sont les deux cellules de garde du stomate. Donc ici, on peut noter et compléter que la feuille est une grande surface à elle toute seule déjà d'échange, sachant que si vous avez des hectares de feuilles, forcément vous aurez une énorme surface d'échange. Et les échanges gazeux se font grâce à des cellules spécialisées dont l'ensemble constitue le stomate. Donc arrêtez la vidéo et notez, bien sûr. Deuxième aspect, les contraintes liées à l'immobilité. Donc la plante ne peut pas se déplacer pour aller chercher plus ou moins de lumière. Là encore, les feuilles sont là pour avoir une grande surface de capture de la lumière. C'est très clair. Donc si je résume, les feuilles représentent une vaste surface d'échange qui permettent à la plante de s'approvisionner en dioxyde de carbone et en lumière, des éléments indispensables à la photosynthèse. Mais il leur faut aussi de l'eau et des sels minéraux, et pour cela, le rôle de l'appareil racinaire est fondamental, on le verra dans une deuxième vidéo.